La Belgique est au rendez-vous des quarts de finale. Bonjour à tous. Bonjour Thibaut, merci d'être là avec moi. Salut Augustin, salut tout le monde et toujours un plaisir d'être ici. Voilà, on va préfacer un peu ce magnifique quart de finale qui n'était pas facile à atteindre, hein. Je pense vraiment, il y a quelques semaines, on en parle au fil des vidéos, mais voilà, on profite vraiment de chaque match parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas longtemps, on aurait pu ne plus être là. Bah, ça c'est sûr, hein, on se voyait presque dehors. Maintenant voilà, ce quart c'est un accomplissement, c'est un mondial réussi. Je pense que pour beaucoup, ce quart de finale c'était l'objectif à atteindre au vu du parcours qui nous attendait, si on finissait premier du groupe, tout ça. Donc voilà, en tout cas c'est une satisfaction d'être là et après c'est que du bonus et que du kiff. Est-ce que cette équipe, elle n'a pas changé de dimension au fil de la compétition? Bah, en tout cas, après ce premier match contre l'Égypte, un petit peu compliqué, celui contre l'Iran, encore plus. Voilà, Belgique-Nouvelle-Zélande nous remet bien dedans, le Sénégal nous transcende et les USA viennent confirmer finalement que voilà, peut-être on a trouvé ce qui marchait, on a trouvé ce qui faisait tourner l'équipe et voilà, peut-être pour maintenant, le match le plus important, qui sait de je ne sais combien d'années pour la Belgique, quoi. Ouais. Belgique-Espagne en quart de finale de Ligue des Champions, ça te rappelle pas quelque chose? Eh ben, en Coupe du Monde, en tout cas, pas en Ligue des Champions, mais En Coupe du Monde, évidemment. Voilà, je te partage à l'écran Mexique 86. C'était également le quart de finale, remporté au penalty, un partout, avec ce magnifique penalty de Leo Van der Elst, évidemment, qui nous envoyait en demi-finale et qui créait la sensation un peu dans ce tournoi. On espère évidemment euh, vibrer autant que nos grands-parents, nos parents ont pu vibrer à cette époque. Ça peut être exceptionnel. ouais, on espère, hein, on n'a pas connu cette période-là des diables. Maintenant, on a une génération tout aussi talentueuse qui sera capable de nous faire vibrer, j'en suis certain. Ça va. Allez, on part directement dans le vif du sujet avec évidemment une équipe belge qui sort d'un match plus que réussi face aux États-Unis, une victoire 1 but à 4. Euh, C'était le strict minimum de gagner 1 but à 4 ou alors c'était un peu forcé pour toi? Le strict minimum, c'était de gagner ce match. Hein. 4-1, c'est vraiment pour dire, voilà, on leur a laissé aucune chance. On avait la hargne, on avait les crocs de ce match. Et voilà, moi, très content, on crache plus sur ces 4 buts. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. De son côté, l'Espagne, ben, c'est directement parti sur une victoire, une courte victoire, 0-1 dans ce qui n'a pas été vraiment un match intéressant. C'était vraiment un match moribond dans ce huitième de finale, quoi. Alors qu'on s'attendait à beaucoup mieux. Ah non, c'est clair, on s'attendait à un plus grand match. Maintenant, voilà, l'Espagne a, sans trop forcer, pour moi, l'Espagne n'était toujours pas à fond, sans forcer, a fini par se sortir de ce Portugal qui était très décevant et qui a vraiment pas proposé grand-chose. Donc difficile de se baser sur le réel niveau de l'Espagne qui, pour moi, pour le moment, dans ce tournoi, n'a pas eu besoin d'employer les grands moyens, quoi. Ouais, c'est sûr. Franchement, si on se base un peu sur les statistiques actuelles de cette Espagne, ben voilà, elle ressort très très bien. Que ce soit. Ben déjà, elle n'a encore pas encaissé de but, ce qui est un exploit. 5 matchs de Coupe du Monde, 5 invincibilités. Donc, Unai Simon ne s'est pas encore retourné. On espère évidemment que les Diables pourront le faire avec leur Armada. Mais voilà, cette équipe d'Espagne, elle peut faire peur, évidemment, championne d'Europe en titre, avec évidemment des joueurs comme Pedri, comme Lamine Yamal, qui vont mettre à mal cette équipe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va directement essayer de trouver la stat. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais je pense, voilà, possession moyenne, 65%. Bon, la Turquie, on n'en parle pas, mais l'Espagne aura le ballon, quoi. Je pense que là, il n'y a pas trop de Ouais, doute sur la Belgique. 54%, donc l'Espagne aura le ballon, quoi. Franchement, bah ça on s'y attend et peut-être que ça peut nous correspondre finalement d'attendre un peu plus et de laisser cette balle et de partir au contre-attaque, chose qu'on maîtrise plutôt bien chez les Diables. hmm, c'est sûr, c'est sûr. Avec des joueurs de contre-attaque.
Pour toi, on va se pencher un peu directement sur le 11 des Espagnols. Et tu vas me- et tu c'est quoi en fait pour toi les forces de cette équipe au niveau du 11 de base, les joueurs à surveiller? Bah, forcément, enfin, voilà, on a une défense qui est solide, hein, qui n'a pas pris de but pour le moment. Donc, clairement, la ligne de 4 est très costaude. Comment ne pas parler de ce milieu de terrain qui, quand on voit l'échec de celui du Portugal, qui est peut-être le meilleur de la compétition, du coup, avec ce Rodri Pedri. Et voilà, sans parler de Lamine Yamal qui va nous faire très mal. Ouais, surtout que la Yamal n'a pas encore enclenché la grande vitesse dans ce tournoi, je dirais. Moi qui ai l'habitude de le suivre très régulièrement avec le Barça, je peux dire qu'il est encore loin d'être à 100%. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi le maillon faible face à De Kuyper, même si De Kuyper nous a prouvé, ben là, c'est pas Pulisic ni Dest, quoi. C'est ce qui te fait de mieux dans le football mondial avec Olysée. Donc voilà, ça sera vraiment le gros test à voir avec qui il sera épaulé, parce que l'ailier gauche devra venir l'aider. Mais pour moi, l'homme le plus dangereux côté espagnol, ça peut être bizarre, mais la RTBF l'a très bien souligné et je pense exactement la même chose. Pour moi, c'est Cucurella. Non, Cucurella fait un gros tournoi et toujours, il est très régulier. Il apporte beaucoup offensivement. Donc, c'est aussi un joueur à suivre. Et tu parles de l'ailier gauche qui va devoir aider à défendre, mais notre ailier droit, je pense, va devoir aussi surveiller de près Cucurella et ses offensives. Ouais, c'est sûr, franchement, ce classique espagnol d'aller chercher la profondeur, d'aller chercher le dos de la défense et que Cucurella puisse se remettre en retrait, ça nous rappelle un peu Jordi Alba, mais bon, voilà, à la grande époque espagnole, même si l'Espagne reste une grande équipe. Il y a quand même un joueur qui a quand même mis 4 buts. On va dire que les buteurs ne sont pas bien répartis en termes espagnols, moins qu'en Belgique en tout cas, parce que la Belgique, c'est une des meilleures attaques de la compétition. Et c'est pas pour dénigrer l'Espagne, mais on a Oyarzabal qui est à 4 buts. Il y a, dans la stat que j'ai vue, il n'y a aucun autre joueur espagnol dans le top 70 des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, quoi. Donc c'est une équipe qui marque peu, mais encaisse pas du tout, quoi. Donc c'est un peu. Est-ce que ça te rappelle une Espagne de 2010 où l'Espagne est souvent à 0 En tout cas, on a toujours ce jeu un peu caricaturé espagnol qu'on retrouve dans cette Espagne actuelle et qui était déjà auparavant. Maintenant, on est quand même sur des effectifs vraiment différents. Mais voilà, on a une Espagne là qui, on l'a vu contre le Portugal, qui aime beaucoup jouer dans l'axe aussi sur le dernier but. On a pu voir que vraiment ça s'est passé par l'axe et on avait, je crois, 5 ou 6 joueurs dans l'axe. Donc, une Espagne dont il faut se méfier. Là, même qu'en 2010, j'espère pas, parce que sinon, ça veut dire qu'elle va au bout. Mais en tout cas, il faut s'en méfier, c'est clair. C'est clair, ouais, ouais. Et franchement, tu as une équipe qui est très complète, je trouve. Vraiment, tu as une équipe qui est vraiment complète. Après, c'est un peu une Espagne à deux visages. Même pendant cette compétition, je trouve que c'est une Espagne à deux visages. C'est que je trouve que quand la Yamal ne sort pas une accélération, parce que contre le Portugal, il l'a quand même fait, je trouve que cette Espagne est un peu neutre. Tu vois, je trouve que ça ressemble beaucoup parfois à l'Espagne de Luis Enrique, où ça tourne beaucoup le ballon, mais ça ne fait pas grand-chose. Et que l'Espagne 2024, c'est pour ça qu'elle a été tellement forte, tellement, et qu'elle a gagné, c'est que elle avait Iñaki Williams et elle avait Lamine Yamal qui faisaient la différence et qui offrait un jeu vraiment hyper vertical et super dangereux. Là, tu as peut-être une équipe qui va être très forte au niveau de la possession, mais que si Lamine Yamal voit que Cucurella ne sort pas quelque chose, bref, ça peut nous convenir, quoi, je veux dire. À voir quelle Espagne on aura. Ah ouais, ça, on l'a bien vu hein, sur le premier match du Cap-Vert où Lamine n'est pas titulaire et il rentre en fin de match. Avant son entrée, même après s'il ne marque pas, mais je veux dire, en plus il n'était pas à 100% à ce moment-là, mais je veux dire, on a bien vu que sans Lamine et sans Nico de l'autre côté, il y avait quand même beaucoup de difficultés. Donc non, cette Espagne n'est pas aussi forte qu'en 2024. Voilà, il faut vraiment se méfier de Lamine et je ne sais pas combien de temps Nico jouera, mais voilà, il est un peu moins dangereux qu'avant en tout cas. En tout cas, au début du tournoi, si on avait pu faire nos pronostics, c'était une affiche
n'aurait pu voir évidemment en tournant premier du groupe. On y pensait directement. Est-ce que pour toi maintenant on a plus de chance en ayant vu le tournoi des Belges qu'avant le tournoi on aurait pu se dire ben voilà on va s'arrêter aujourd'hui? Je dirais pas qu'on a plus de chance en vue du tournoi des Belges, je dirais qu'on a plus de chance en vue du tournoi de l'Espagne que du coup, je trouve moins forte qu'il y a 2 ans. Parce qu'en soi, les Diables sont pas meilleurs que ce qu'on pensait, mais l'Espagne est moins bonne. Du coup, je dirais dans ce sens-là qu'on a peut-être plus de chance que ce qu'on pensait à la base. Mm. Ouais, c'est peut-être aussi le cas. Je vais partager les statistiques par rapport aux Belges. On, J'en avais parlé avec, je ne sais plus si c'était avec Alexis ou tu étais là aussi, que la Belgique, notamment contre l'Égypte ou contre l'Iran, mais il y avait eu peu de courses vers peu de distance parcourue. Et on peut voir aujourd'hui une stat partagée par Miser sur un compte, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, la Belgique est l'équipe qui court le plus, 125 km par match. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, qu'est-ce qu'elle t'évoque, ces stats? Bah, qu'ils ont eu un petit électrochoc par rapport aux 2 premiers matchs. On a relevé que ça courait pas beaucoup. Mais je pense que là, on a bien vu qu'on les États-Unis, où vraiment tout le monde était concerné, tout le monde faisait les efforts, repli défensif. Yuri qui a parcouru un nombre incalculable de kilomètres, je pense. Il y a sûrement un quart des kilomètres, c'est Yuri face aux USA. Et... Hmm. Mais non, c'est bien, ça prouve que toute l'équipe est concernée, que ça se bouge. Et voilà, qu'on n'est pas trop impacté par la chaleur non plus, que voilà, on arrive encore à faire les efforts. Donc non, c'est vraiment une stat positive. Bah ouais, et moi je te dis, ça me plaît beaucoup parce que je me dis que l'Espagne va peut-être tourner le ballon, on va peut-être courir, mais on est prêt à courir justement. Et dans le sens où on est prêt aussi à courir. Et je pense que la Belgique a tellement aussi grandi dans ce tournoi qu'elle est prête à jouer comme face aux États-Unis, à casser le jeu des Espagnols et à leur faire mal justement par rapport à ça et à peut-être les endormir, j'ai envie de dire, tu vois. Si jamais l'Espagne n'arrive pas à ouvrir le score dans le premier quart d'heure, dans les 20-30 premières minutes, ben, on est capable de casser le jeu, de pouvoir bien les empêcher de jouer, avec notamment un arbitre qui sera anglais. Donc, un arbitre anglais, ça veut toujours dire que un jeu plus rugueux, ben, il va forcément moins siffler, moins donner de carton, tu vois. Ça, je pense ne pas avancer, toi qui suis beaucoup la première ligue. Michael Oliver, tu le connais un peu, non? Oui, pour les bonnes et les mauvaises raisons, mais là, je vais laisser nos antécédents de côté. Mais non, mais on verra, parce qu'après, il doit quand même se baser sur ce qui a été fait durant cette Coupe du Monde. Donc, voilà, maintenant, ça ne peut être qu'une bonne chose, en tout cas pour nous, d'avoir un arbitre type Première Ligue. Ouais, je vais te poser une petite question. Michael Oliver, il a déjà arbitré les Diables. Est-ce que tu sais le pourcentage de victoire avec Michael Oliver à- qui arbitre les Diables Rouges, pardon? Alors là, non, tu me mets une colle. Alors, Michael Oliver a arbitré 3 matchs des Diables Rouges et ça s'est terminé sur 3 victoires des Diables Rouges. Voilà, voilà. Mais, mais quelle victoire! Ah, je crois qu'il y avait Israël dernièrement, il y a eu l'Australie et le troisième, je ne l'ai plus comme ça. Vous nous le direz en Ok, ok. commentaire. Ça va. Si Donc, tu m'avais dit Liechtenstein, Gibraltar et voilà, non, non, non. ça aurait moins eu d'impact. Voilà, voilà. Mais oui, après, ça reste une stat. Hein, donc, et surtout que l'adversaire aujourd'hui est bien plus relevé. Donc, on ne peut pas comparer du tout. Mais voilà, ça reste une stat intéressante. Mais en tout cas, ce qui peut être aussi très intéressant, c'est le banc de Diable Rouge. Ce banc de Diable Rouge, il est exceptionnel. Regarde, je te partage une nouvelle stat. 9 buts. C'est le meilleur ratio pour un banc. Ouais, bah 9 buts viennent du banc, c'est incroyable quand même. cette année, on fait que de le dire depuis toutes les vidéos, mais on a un vrai groupe. On n'a pas un 11, on a un vrai groupe où tout le monde peut apporter quelque chose et ça se voit dans ces statistiques, hein. Ouais, franchement. Et t'as l'impression, je le répète encore une fois, mais que chacun joue sa partition à fond, en fait. Chacun a du temps de jeu, chacun apporte à un moment précis. Et ça, c'est vraiment chouette de voir ça parce que tu dis que le danger, peu importe qui rentre, chacun peut apporter un style différent par rapport au match. Voilà, Thibaut, on est directement parti pour essayer de voir un peu quel compo pourrait convenir pour affronter justement cette Espagne. Ben voilà un peu
le 11 qui avait semble démarré, mis à part Onana qui ne pourra pas démarrer évidemment, si on remet la même compo, c'est ce 11-là qui devrait démarrer. Est-ce que tu vois des changements? Bah franchement, ce 11 a très bien convaincu. Donc, si CDK refait son match, il n'y a pas de raison de le bouger. Moi, voilà, on va pas prendre le risque de remettre un Lukaku pas frais, Fernandez Pardo qui n'a pas eu de minutes depuis quoi, 2 matchs qu'il n'est pas rentré Pardo, j'ai l'impression. Donc, voilà, non, moi je pense que c'est le 11 sur lequel il faut partir. Mm. Ouais. J'ai vu Philippe Albert qui disait qu'il fallait remettre De Bruyne à la place de Van Aken. Ça laisse jouer entre les deux. Est-ce que tu vois De Bruyne commencer un match comme ça? Parce qu'on sait que De Bruyne va faire les efforts tout de même. Mais après la prestation de Van Aken, c'est vrai que c'est. Est-ce qu'il faudrait le faire ou pas? Ça, c'est une question. Ouais, je pense que c'est peut-être là où se pose la question, est-ce qu'on remet De Bruyne? Après, est-ce qu'il n'a pas joué parce que c'était un choix de Rudy ou s'il n'a pas joué parce qu'il était, je sais pas, un petit peu fatigué ou pas en forme physiquement? Euh, Maintenant, moi, je serais pas contre de faire confiance à Kevin, voilà, et me dire, ok, bah, il y a Van Aken s'il faut qui rentre assez tôt dans le match, mais Kevin reste Kevin quand même, hein, si il fait son match, peut-être que ce sera ça, son match du tournoi, on ne sait pas. C'est peut-être le cas, en effet. Moi, je t'avoue que j'avais un petit changement que j'aurais voulu faire. Même si Luke Bacchio, je l'adore et je le trouvais hyper impressionnant dans le sens que quand les USA avaient le ballon, il était capable de remonter le ballon très très rapidement avec sa vitesse et de nous donner de l'air. Et je crois que ça va être hyper important face à l'Espagne. Mais je me dis aussi que j'aimerais bien avoir Trossard à droite parce que pour venir aider Castagne avec Kurela. Et je me dis que Doku est capable de au moins se mettre comme ça. Tu vois, s'il y a Lamine Yamal qui se met ici, si je le rajoute vite fait ici, si je le mets vite fait ici comme ça, hop, je me dis que si tu te mets juste comme ça, mais sans vraiment défendre, pour venir aider De Kuiper, Yamal, il aura du mal, quoi. Tu vois? Ouais. Est-ce que Luke Bacchio ne sait pas faire ça aussi finalement? Il peut le faire tout à fait, parce qu'en fait, je veux Trossard absolument à droite pour aider pour Cucurella, en fait. Parce que Trossard, je trouve, a un plus gros volume de jeu pour venir aider défendre, même si, voilà, si on commence à se dire qu'on va venir pour défendre, c'est chaud, quoi. C'est peut-être là aussi que ça pose la question. Donc. Ouais, ok, j'entends, et ça va sûrement encore être un point d'interrogation sur le 11 de demain de Rudy Mais Garcia. à mon avis, je pense que j'ai du mal à voir quand même Rudy Garcia bouger Luke Bacchio, même si, voilà, le truc, c'est que si ça se passe très mal dès le début, tu diras d'office pourquoi on n'a pas mis de coup. Pourquoi on n'a pas mis de coup dans ce qui est peut-être l'un des plus grands matchs de l'histoire de la Belgique. Ouais, mais après, qu'est-ce que Doku a fait dans ce mondial pour plus mériter que Luke Bacchio? Finalement, pas grand-chose. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est vrai que t'as pas tort. En tout cas, même si ce 11 pourrait commencer évidemment. T'en as un sur le banc qui attend ce match, je crois, avec plus d'impatience que les autres. C'est Fernando Espardo, tu crois, non? Ah bah, c'est sûr, ce serait bien, même pour l'histoire qui marque et tout, mais je sais pas, Rudy Garcia n'a pas plus l'air de l'avoir autant dans les plans qu'avant, je sais pas, il ne le fait plus rentrer. Puis est-ce qu'il est rentré en neuf une seule fois? Je crois que c'était toujours plutôt à Non, même gauche pas qu'il est en neuf. rentré. Et il a plus joué depuis Donc, la Nouvelle-Zélande. ouais. Donc lui, il attend peut-être, mais est-ce que Rudy Garcia va s'en servir? J'en suis moins sûr. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et un joueur qui avait bien défendu face à Lamine Yamal, que j'avais parlé justement lors du dernier épisode, voir un Saïs commencer le match à la place de Keeper, t'y crois ou pas? Ou ça peut être encore un gros choix, mais ouais, j'ai du mal à Je y croire pense quand pas. même. Je Là, vois pas Rudy vraiment. Garcia lancer Seyss dans le tournoi, dans un match aussi important comme ça. Ouais, t'as raison, t'as raison. Enfin, je t'avoue que moi, personnellement, le genre de scénario que je m'attends, c'est un scénario où je vois la Belgique totalement décomplexée et oser presser l'Espagne dans le premier quart d'heure qui va peut-être être attentiste parce que tu vois,
dans des matchs comme ça, les équipes sont souvent attentistes et tout. Et je vois la Belgique vouloir vraiment rentrer dans l'art, se créer les premières occasions et pourquoi pas ouvrir le score sur une de leurs premières occasions, tu vois. Je pense vraiment que la Belgique peut le faire et après que l'Espagne ait peut-être du mal à après subir le bloc belge et on peut avoir des contres, tout ça. Euh, voilà. Je sais pas quel scénario tu vois un peu toi. C'est très compliqué parce que il y a mon cœur qui a envie de parler, mais il y a aussi ma raison. Je pense que le cœur et la raison ne sont pas d'accord. Le cœur te dirait que la Belgique va faire un top match, s'imposer 2-1 contre cette Espagne et aller en demi. Et ma raison dit que cette Espagne est vraiment costaud et je la vois s'imposer 2-0, quoi. Donc voilà, je suis un petit peu partagé. J'ai un peu du mal à donner un prono sur ce match, je t'avoue. Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué. Je envie quand même de te mouiller en fin de vidéo. Mais c'est vrai que ça va être très compliqué. Ça va être compliqué, l'Espagne. Je ne dirais pas qu'elle est la plus impressionnante du tournoi. Mais encore une fois, comme on dit souvent, une attaque, ça fait gagner des matchs. Une défense, ça fait gagner des titres. Donc, c'est vrai que ça peut paraître compliqué. Mais voilà, encore une fois, moi, je te dis. Ce qui peut être intéressant aussi, et ce qu'il ne va pas falloir négliger, c'est que cette Espagne n'a pas beaucoup été mise en danger par défensivement, je trouve. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que Unai Simon est bon dans ce tournoi, pas de souci, mais je trouve, et je pense que tu seras d'accord avec moi, ce n'est pas le meilleur gardien des trois sélectionnés. Je trouve Raya et Joan Garcia bien meilleurs, tu vois. Ah oui, c'est en termes de niveau cette saison, tout ça, en tout cas, c'est le troisième, ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais en fait, tu vois, moi, je me dis aussi que pour connaître un peu le personnage Koubarsi, avec la profondeur et la vitesse que peut amener des Doku en compte, des Luke Bacchio, rentrer Lukaku, Koubarsi, il n'est pas à l'abri de sortir une petite erreur et tout ça. Après, le bloc, évidemment, est moins haut qu'au Barça. Et je suis peut-être un peu trop référence au Barça dans cette vidéo. Mais voilà, des Koubarsi, des Laporte, est-ce que ça va pouvoir face à une vraie opposition offensive? La Belgique, c'est une des meilleures attaques de la compétition parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Elle n'a pas vraiment eu de test face au Portugal. Le Portugal était un peu euh, craintif, si je peux dire, de la part de Martinez. Et offensivement, quand ça devait partir en contre, ça faisait surtout retour en arrière et on attendait de voir ce qui se passe. Mais Ronaldo n'a pas apporté de par ses 41 ans, n'a pas apporté vraiment une plus-value offensive au Portugal, tu vois. Non, c'est sûr, c'était pas, comme l'a dit dans le but de vidéo, ce Espagne-Portugal n'était pas une référence pour voir le réel niveau de l'Espagne. Le réel niveau de l'Espagne, on va le voir demain à 21h. Ouais, c'est sûr. Et il y a un truc qui est important à signaler, c'est que de par notamment ce match face à la Nouvelle-Zélande, ce match face aux USA, la Belgique, dès qu'elle encaisse, elle remarque directement dans les 2 ou 3 minutes après. Ça, c'est un truc important aussi à signaler, c'est que la Belgique, alors c'est l'Espagne maintenant en face, mais dans la tête, c'est on prend un but, on y va directement, et on peut le faire. Ouais, en tout cas, on a vu ça contre les USA et contre la Nouvelle-Zélande, pas contre le Sénégal, hein, mais voilà. Oui. Ouais, ouais, c'est sûr, mais il y a eu un truc qui a changé au niveau de l'état d'esprit. Et si jamais tu vois la Belgique mener au... Est-ce que pour toi, non, ma question que j'ai envie de poser, si la Belgique mène au score, est-ce que pour toi c'est une meilleure chose ou justement c'est mieux que l'Espagne mène 1-0 euh, pour se croire déjà qualifié et relâcher la pression, j'ai envie de dire, tu vois? Ah, c'est une bonne question que tu poses là. J'ai pas vraiment réfléchi. Le truc, c'est que j'ai peur que si nous, on mène au score, que nous, on veuille trop défendre alors que c'est compliqué face à cette Espagne-là. Donc peut-être que ce serait mieux d'être mené. Ouais. Mais je préférais qu'on gagne 3-0. Pas de pression, on y va, tranquille. Enfin, voilà, nickel. Enfin, on touche à la fin de la vidéo et je vais te demander de te mouiller et de me donner un pronostic pour ce match.
Bon, on va vraiment se mouiller, ok. Allez, 2-1 pour les Diables. Au bout de 90 minutes ou pas? Non, Non? on va en prolongue. Et on va aller avec un but de Big Rom dans les prolongues. D'accord. Bah écoute, moi je nous vois faire le coup de 86, je nous vois faire un partout et je nous vois gagner au penalty. Alors oui, l'Espagne a l'habitude des séances de penalty ces dernières années par rapport à nous, mais je me dis justement, waouh, ça peut être hyper intéressant. Au final, par contre, si on va au penalty, je préférerais par contre qu'on démarre avec Van Aken pour terminer avec De Bruyne. Par contre, dans ma tête, ça me trotte quand même. Je me dis, De Bruyne, ok, c'est bien de le commencer, mais si le match a une belle tournure, je préférerais que De Bruyne soit là pour les penalties plutôt que Van Aken. Après, Van Aken est capable de tirer des penalties, mais on n'a jamais la preuve dans ce moment-là. De Bruyne, c'est la Ligue des Champions, c'est quart de finale, c'est demi, donc voilà, c'est aussi mon cœur penche aussi pour Van Ouais. Aken pour commencer le match. Mais voilà, voilà. Mais je pense que vraiment, je sais pas, je sens Courtois est capable de nous sortir un grand match, une grande séance, avoir son moment face à son pays d'adoption, si je peux dire. Donc, je sais pas, j'ai vraiment un sentiment important et je ne sais pas si Lamine Yamal sera capable de tenir les 120 minutes et d'être là à cette séance, d'avoir des joueurs comme Pedri qui sont là. Alors oui, ça reste très fort. Il y a des Merino, il y a des Fabian Ruiz, qui d'ailleurs, lui, je crois, à chaque fois qu'il a été là, s'il n'a jamais perdu un match en sélection, bah, en soi, s'il le perd au penalty, il ne perdra pas de match. Donc voilà, mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie qu'on se fasse peur et on voit un scénario pareil, quoi. Mais c'est vrai que ce serait très Oh, dur à avaler si tu venais à perdre au penalty, quoi. ouais, dur à avaler, mais après, on pourrait être fier d'avoir tenu à l'Espagne autant de temps et d'avoir poussé dans ses retranchements. Et puis, et sans sous péno, un vendredi soir à 20, enfin, il sera pas 21h, il sera 23h. Ça promet une sacrée ambiance. Ouais, ça promet une sacrée ambiance, sacrée ambiance. Et quelques heures avant le match, évidemment, on rêverait. Toi, c'est quoi ton pronostic pour les autres équipes rapidement de ce quart de finale? Des autres matchs. Ouais, c'est ça. Malheureusement, je vois la France imposer contre le Maroc, qui pour moi est beaucoup plus costaud. Argentine-Suisse, voilà, je pense que les Argentins vont le faire aussi. Là, ils sont poussés par cette remontada qu'ils viennent de faire et ils vont le faire contre la Suisse. Et voilà, Angleterre-Norvège est peut-être finalement l'affiche la plus serrée de ces quarts. Mais voilà, on en a déjà discuté. Si c'est pas la nôtre, pour moi, c'est l'année des Anglais. Et dans un match un peu fou, un peu comme face au Mexique, beaucoup de buts, mais les Anglais passent. Ouais. Voilà. Mais en fait, depuis le début, on dit que les quatre favoris, c'est vraiment la France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine. Et le plus facile, ce serait de dire que ces quatre-là vont aller en demi. Mais dans cette Coupe du Monde complètement folle, tu n'es plus sûr de rien, en fait. C'est ça qui est fou. Et pour moi, c'est impossible que ces quatre-là aillent en demi-finale. Il va se passer encore quelque chose, je le sens. J'ai un pressentiment et je sens que, pour moi, malheureusement pour les amis marocains, j'adorerais les voir en demi pour voir un Belgique-Maroc, un truc comme ça, parce que j'en ai marre de voir des. Je sais qu'il y a des Français qui me suivent, mais j'en ai marre de voir des France-Belgique. On en voit énormément ces dernières années et je veux voir autre chose. Alors, franchement, si on s'affronte, je n'aurais pas peur parce qu'on serait encore une fois toujours dans du bonus et notre Coupe du Monde a déjà réussi, donc je n'en ai pas peur. Mais encore une fois, pour la nouveauté, certes qu'on les a affrontés, la revanche de 2022, ça peut être vraiment top d'affronter les Marocains. Et de l'autre côté, pour moi, le Norvège, l'Angleterre, je vois encore l'heure je pense que c'est vraiment l'heure des Anglais, comme on l'a parié sur MPP. Je pense vraiment que c'est l'heure des Anglais. Et je vois quand même les Argentins se qualifier contre la Suisse, mais je vois pas les Argentins aller plus loin. Mais je pense que la surprise, ça va se faire entre soit Espagne, Belgique ou Norvège, Angleterre. Pour moi, c'est impossible autrement. Je me trompe peut-être. Hein. Peut-être que ça va être 3-0 les deux matchs et que je vais avoir l'air d'un con dans quelques jours, mais franchement, j'ai un pressentiment qu'il va se passer un truc dans ces deux matchs. Voilà. Bah, j'espère que ce sera dans le nôtre, hein. On espère évidemment que ce soit dans le nôtre.
Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve pour le débrief, évidemment, en espérant pouvoir fêter un nouveau demi-finale pour les Diables Rouges, évidemment, et pouvoir faire la fête tout au bout de la nuit. C'était Augustin, Belgofoot et Thibaut. Merci beaucoup de ta présence, en tout cas. Avec plaisir, hein, quand tu veux, hein. Écoute, à la prochaine. Merci, likez, on s'abonne et on partage. Ciao les gars.